Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à nos productions. Je vous propose aujourd'hui de voir un reportage sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école. Il s'agit d'un reportage réalisé par le Centre laïque de l'audiovisuel avec l'aide du Centre d'action laïque. Bon film. J'aimais bien aussi comment on expliquait comment les bébés étaient nés. C'est un peu préoccupant pour l'avenir, pour nos 18-20 ans, savoir comment ça se passe et tout. C'est important parce qu'on apprend des choses qu'on n'aurait pas su comme ça, quoi. Si on aurait un cours, ce serait mieux. Ça, on pourrait parler avec une personne adulte, une personne responsable, qui se connaît mieux que nous, pour nous apprendre. Dans notre société, les jeunes sont touchés de plein fouet par un phénomène d'hypersexualisation. La sexualité est présente partout. Nombreuses sont les images transmises et les informations reçues, basées sur des stéréotypes, des représentations déformées, des pratiques douteuses. Ça suscite chez eux des craintes, des peurs, des angoisses qui ne sont pas les bienvenues, en tout cas chez les petits-enfants. Il faut savoir maintenant qu'avec Internet, même les jeunes enfants sont exposés à des films un peu à valeur pornographique et autres qui les perturbent. Et je pense que ce n'est pas la bonne solution parce qu'ils n'ont pas les bons repères, en tout cas. Un jeune enfant trouvera facilement, trop facilement, une abondante documentation généralement déformée sur tout ce qui touche de près ou de loin à la sexualité. Ils sont surinformés et du coup ils sont désinformés, donc ils voient plein de choses qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils voient, tout en ayant l'impression de tout connaître. Donc voilà, c'est un impact énorme, énorme, surtout pour la désinformation. Il est donc primordial de restituer aux jeunes des informations exactes, de reformuler les termes, de démystifier la pornographie ambiante et surtout de mettre en avant qu'une sexualité épanouie va de pair avec les notions d'amour et de respect mutuel. Depuis plus de 30 ans, les centres de planning familial font de l'éducation sexuelle auprès des jeunes. L'EVRAS, il a une importance, selon moi, tout à fait capitale, qu'on soit en milieu privilégié. On va dans des collèges nantis, en humanité générale, on va dans des écoles professionnelles, on va beaucoup dans les CFA aussi. C'est utile partout, mais à différents niveaux. Ce n'est pas la première fois que les animatrices de l'Afrique Clinique rencontrent les jeunes de cette classe. Ainsi, différentes animations ont déjà eu lieu, notamment sur les moyens de contraception et les maladies sexuellement transmissibles. Cette année-ci, on a plus envie avec vous de parler de comment on vit sa vie amoureuse, comment c'est, comment savoir, comment comprendre les filles. Les garçons, ils trouvent souvent que les filles sont compliquées. Et puis les filles, elles ont pas mal de choses aussi à apprendre des garçons. Alors, l'EVRAS à l'école, c'est un terrain magnifique parce que vraiment, ça permet aux élèves, dans un climat, nous aussi on est animateurs, c'est notre métier d'amener un climat tout à fait naturel et très très vite ils se rendent compte qu'ils sont dans un espace où on peut aborder sans aucune difficulté et on n'espère pas trop de jugement. On fait ce qu'on peut, mais entre eux c'est assez redoutable le jugement. Parler de toutes ces choses, ces appréhensions, ces peurs, les fantasmes qui sont multiples. Et voilà, quand les élèves se lâchent, il y a toujours 2-3 élèves meneurs. Les chahuteurs, nous, on aime bien parce qu'ils ont un franc-parler et grâce à eux, on peut vraiment faire circuler la parole et amener des choses tout à fait spontanées. C'est facile de demander à la fille si elle est prête. Pour les garçons, c'est pas un sujet tabou, mais pour les filles, c'est un sujet tabou, ça. Ils n'aiment pas aborder... Vous êtes d'accord, les filles? Les filles, sûrement. Quelle fille? Sensibiliser les jeunes, les inciter à réfléchir, leur fournir des informations fiables peut empêcher de nombreux problèmes de santé publique, tels que la violence dans les relations amoureuses
les grossesses non désirées ou la contamination d'une maladie grave telle que le sida. Organiser des espaces d'échange, c'est aussi leur donner l'occasion de parler de leurs interrogations et de leurs attentes. On apprend des choses qu'on ne savait pas, on apprend les risques, on voit en plus profond les risques qu'on pourrait avoir si on ne se protège pas, tomber enceinte, les maladies et tout ça. Donc c'est important parce qu'on apprend des choses qu'on n'aurait pas su comme ça, quoi. À ce genre d'animation, on apprend ce que forcément on n'apprend pas à la maison. Ouais. Donc on apprend les choses de la vie réelle, des discussions sur comment se protéger, la sexualité, etc. Donc ouais, c'est bien. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire au moins 1 à 2 fois par an dans les classes. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas en parler avec leurs parents ou même avec leurs amis et qui se sentent mieux en parlant avec une personne extérieure à leur famille ou qui est neutre à la relation. Enfin, pour la plupart des personnes, c'est un sujet tabou, le sexe. Et s'ils en parlent, je trouve que c'est bien parce que ça permet de... Comment dire, apaiser le stress de parler de ça pour certaines personnes. Voilà. Ces animations se font sur demande de la direction de l'école et en collaboration étroite avec le centre PMS de l'établissement scolaire. Et donc c'est vrai qu'ici moi je sers aussi de relais puisqu'après les animations qui se font à l'école, j'ai aussi un bureau à l'école où les élèves peuvent encore venir me poser des questions concernant tout ce qui est turlupine ou à une adresse ou un numéro de téléphone que je peux leur communiquer tout à fait de façon confidentielle. Ainsi, depuis des années, une éducation sexuelle est proposée aux écoles. Au fil des ans, elle a souvent changé de dénomination. D'éducation sexuelle et affective, on est passé à l'EVAS, éducation à la vie affective et sexuelle, et maintenant à l'EVRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. La Fédération laïque de centres de planning familial a suivi ces évolutions dans notre société. La sexualité est une question de société, n'est pas qu'une question privée. Et donc on touche immédiatement aux identités des personnes lorsqu'on parle de sexualité, la manière dont elles se représentent en public, mais aussi la manière dont les autres vont les percevoir. Et nous savons quand même bien que autant sur les différences de genre, hommes et femmes, ou voir les orientations sexuelles, et selon les milieux dans lesquels on va évoluer, milieux culturels, milieux sociaux, etc., vont se mêler un tas de facteurs extrêmement complexes qui sont liés à la sexualité et qui vont être déterminants en termes d'accès à des droits fondamentaux. Actuellement, tout le monde peut faire de l'EVRAS. Effectivement, il n'y a aucune réglementation concernant la formation des animateurs. Notre fédération, en tout cas, de centre de planning familial, pense qu'il conviendrait de s'assurer que les personnes qui vont faire de l'EVRAS, qu'elles soient animateurs en centre de planning familial, que ce soit des professeurs ou des personnes provenant d'autres ASBL, et soient un minimum formées spécifiquement à ce type d'animation. La fédération propose aux écoles de créer une cellule EVRAS qui associe différents partenaires tels que des professeurs, des éducateurs, des infirmiers de centres PMS et des animateurs de centres de planning familial. C'est à la demande des écoles que nous implantons ce genre de projet. Donc il y a une sollicitation qui est demandée de la direction parce qu'effectivement ce projet est implanté dans l'école, donc il doit offrir à ses participants les conditions de réunion, mais aussi de faisabilité du projet. Il doit bien sûr valider le projet auprès des autres enseignants et de le faire passer aussi auprès des parents, parce que les parents sont aussi associés à cette démarche. Ils sont informés qu'il va y avoir des moments privilégiés autour des questions qui portent sur la sexualité de leurs enfants. Les cellules EVRAS sont garantes d'une information faite dans de bonnes conditions. C'est le cas de l'école plein air, qui a créé sa cellule EVRAS il y a une bonne dizaine d'années. C'est du velours parce qu'en fait, il faut se dire que là où il n'y a pas de cellule, nos animations dépendent soit d'un professeur de morale motivé, soit de professeur de gymnastique motivé, soit d'une chouette direction, soit d'un chouette PMS. Mais voilà, c'est lié à des personnes. Si ces personnes s'en vont, bah, peut-être que ça peut tomber.
Le fait d'avoir une cellule, ça s'adresse à tout le monde. Il y a une réflexion de PMS, il y a une réflexion des enseignants, il y a une réflexion de la direction, parce qu'on ne peut pas le faire si la direction n'est pas partie prenante. La cellule réunit des institutrices, une infirmière sociale, une secrétaire, ainsi que des animatrices. Chaque participante est bénévole et a reçu une formation Evras. Et tout, on avait bien expliqué que l'urètre, c'était le canal pour faire passer ou l'urine ou le sperme, mais pas les deux en même temps, machin. Mais les filles, ça n'existait pas. Donc j'ai quand même rectifié le tir en disant on va avoir des nouvelles planches, hein, celles qu'on nous a montrées. Là, et là, vraiment, c'est des planches où tu vois la vulve avec vraiment l'urètre, le clitoris. Au cours de ces réunions, la cellule planifie les animations dans les classes et répond à toute demande du corps professoral ou des parents portant sur l'éducation sexuelle et affective des élèves. Nous commençons les animations en 3e maternelle et après les enfants ont une animation dans toutes les années en primaire, de la 1re à la 6e primaire. Et voilà, et la vie affective, sexuelle, relationnelle de l'enfant commence dès la naissance et d'ailleurs même dans le ventre de sa maman. Enfin, en ce qui nous concerne, elle commence évidemment en classe de maternelle aussi. Vous êtes déjà débarrassé de vos manteaux? Oui. Ok, venez. Les animations ne sont pas des cours. Il est donc impératif que l'animatrice soit extérieure à l'école et n'ait pas de relation d'autorité avec les élèves. Tout ce qui se dira ou se passera durant l'activité doit rester confidentiel. Ce matin, ce sont les élèves de 1re année qui vont participer à une animation Evras. Comme le bébé est dans une poche, à un moment donné, il va se préparer et comme la tête du bébé, souvent c'est la plus lourde, boum, il va déjà, regardez, il est prêt à plonger, il va déjà mettre sa tête en bas. Et quand tout est prêt, après 9 mois, bébé sort enfin par la zézette. Tu as tout à fait raison. Le bébé sort par le sexe de la maman. Il y a un petit couloir qui s'appelle le vagin, mais il y a un petit couloir entre la poche où il y a le bébé et la sortie. Ils sont en général très intéressés et je dirais que c'est pas trop tôt pour eux parce que ce soit une 3e maternelle ou une 1re secondaire, en général on essaye quand même d'ouvrir les choses et puis de laisser émerger les questions. Mais est-ce que tu te rappelles quand tu étais tout petit bébé? Mais je pense que, je dirais à cet âge-là, 4, 5, 6 ans, les enfants ils sont intéressés par le sexe de l'autre. C'est quand même tous les moments où on est souvent appelé au secours par des écoles parce qu'ils ont été dans des toilettes, aller regarder comment la petite fille est faite, est-ce qu'il y a moyen de rentrer quelque chose et comment le petit garçon est fait et pourquoi ça durcit. Il y a un enfant qui parlait du petit bâton du matin, donc ça fait partie de leur vie depuis qu'ils sont très petits. Donc moi je pense que c'est juste mettre des mots sur quelque chose qui les traverse. Et j'aimais bien aussi comment on expliquait comment les bébés étaient nés. Maintenant, je sais comment on fait les bébés. Et qu'avant, je ne savais pas comment on les faisait. Le sexe, ça j'en avais déjà parlé. Avec qui? Ma maman. On a aussi appris sur le sexe de la madame, de la fille et du garçon. C'est quelqu'un qui a un endroit qui est gros. Avec l'expérience qu'on a ici à l'école, on voit que les enfants attendent ces événements avec beaucoup d'impatience et vivent avec beaucoup d'intensité ces animations. Ça leur permet vraiment d'être face à un interlocuteur autre que l'adulte, référent, donc l'instituteur par exemple, avec qui ils peuvent interagir et poser des questions qu'ils n'oseraient peut-être pas poser à une personne qu'ils voient tous les jours. Ça leur permet aussi parfois de chercher des pistes, de chercher des choses, d'être en interaction par rapport à des événements qui les concernent directement ou indirectement. Et donc, je dirais que l'expérience qu'on a ici à l'école nous laisse penser que c'est extrêmement nécessaire, extrêmement essentiel que ça existe. Non, venez par ici. Peut-être c'est mieux. La motivation, c'est peut-être de rentrer dans le projet de notre établissement, qui est celle de prendre l'enfant comme étant un être humain à part entière, dans toutes ses dimensions, qui sont certes intellectuelles dans une école, elles sont physiques, mais elles sont sociales aussi, bien entendu, donc relationnelles. Pour nous, c'est un outil parmi d'autres ici au sein de l'école qui permettent aux enfants de se développer dans les dimensions relationnelles, de pouvoir éventuellement aussi avoir un répondant par rapport à leurs interrogations, par rapport à leurs craintes, par rapport à des événements qui se produisent dans leur vie privée ou ici à l'école. Et donc la motivation principale, je crois, c'est d'aider au maximum les enfants à se développer de manière harmonieuse. Toutes les directions d'école ne sont pas de cet avis. Certains se montrent relativement frileux par rapport à l'Evras et n'en souhaitent pas dans leur établissement. Et pourtant, depuis juin 2012, l'Evras a été inscrit dans le décret mission des écoles. Pour de nombreux organismes et associations, il s'agit d'une avancée importante, mais cependant
insuffisante. C'est le cas du Centre d'action laïque. En juin 2012, la ministre de l'enseignement obligatoire a introduit de nouvelles dispositions dans ce qu'on appelle le décret mission. Donc le décret mission, il fixe les missions de l'enseignement. C'est un décret qui existe depuis 1997 et qui est très régulièrement amendé en fonction de l'évolution de la situation. Mais surtout, il a une grande particularité, c'est qu'il fixe les missions de l'enseignement, mais aussi les moyens pour atteindre les objectifs qui sont fixés par les missions. Et ces objectifs sont de 4 ordres, notamment l'acquisition des savoirs, mais également des missions qui doivent permettre à l'enfant et aux jeunes de devenir un citoyen responsable, d'avoir les mêmes chances que les autres, d'être épanoui dans son déploiement professionnel, mais aussi personnel. Et donc, dans un des articles, la ministre a introduit comme mission l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Alors, c'est inscrit comme mission, mais aussi avec une structure qui doit permettre d'arriver à cet objectif. Et c'est là qu'il y a un problème pour nous, puisque, au fond, c'est une mission, mais ce n'est pas une inscription obligatoire de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle à l'école. Ainsi, malgré ce décret mission, la direction d'une école pourrait refuser d'aborder certains thèmes, comme l'avortement par exemple. Quand on connaît les répercussions que cela peut avoir dans la vie d'un jeune, c'est inconcevable. L'Organisation mondiale de la santé et la Commission européenne considèrent que tous les jeunes ont droit à une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle à l'école. C'est une question non seulement de santé publique, mais aussi d'égalité des chances dans la vie d'un jeune. Ainsi, plusieurs fédérations de planning familial, avec le soutien de nombreuses associations et organismes, se sont regroupées en plateforme afin de faire pression sur le monde politique pour rendre obligatoire les VRAS dans tous les établissements scolaires, sans oublier bien sûr de donner les moyens de remplir cette mission. Il existe un document de l'Organisation mondiale de la santé qui est en fait une sorte de vade-mecum sur l'éducation sexuelle en Europe. Donc, qui est un document extrêmement bien fait, qui reprend par âge les grands objectifs de l'éducation sexuelle. L'objectif de cette plateforme est qu'il y ait soit immédiatement dans le décret mission, mais disons plutôt via un arrêté d'application, comme il existe en fait pour l'éducation citoyenne, une meilleure définition qui se base sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, alors ce texte, donc il faut voir à qui on l'envoie. Nous, ce qu'on a vraiment envie de revendiquer, c'est une vie affective et sexuelle libre et épanouissante pour tous. Et dans ce cadre-là, eh bien, toutes les associations sont d'accord sur ce point-là, que les animations soient faites par les centres de planning ou pas, parce qu'il y a certaines animations qui pourraient être faites par des associations, par exemple, qui représentent la communauté homosexuelle, ou qui pourraient faire des animations sur la discrimination, des choses comme ça. Ça ne concerne pas que nous, et plus on est d'associations, plus on est fort et plus on a de poids au niveau politique. Comme ça, là, le texte... Mais c'est un enjeu primordial parce qu'au fond, quand on maîtrise son corps, quand on maîtrise ses émotions, quand on connaît son corps surtout, forcément, on est un peu plus épanoui, un peu plus sûr de soi et donc on maintient des relations autres en dehors de l'agressivité. Vous savez, l'agressivité, la violence, cela vient aussi de la méconnaissance. Hein. Donc à partir du moment où on informe évidemment ces jeunes de leur corps et à ce qu'ils deviennent propriétaires de leur corps, eh bien, dans ce contexte-là, forcément, ça contribue aussi à diminuer la violence existante dans notre société. À la rentrée 2013, septembre 2013, il y a différentes fédérations autour de la table. Tout le monde n'est pas toujours d'accord sur tout, donc c'est un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, nous souhaitons qu'il prenne la forme d'un décret afin que les écoles alors puissent savoir exactement ce qu'on attend d'elles et de quelle manière non seulement elles peuvent mettre en œuvre cette éducation à la vie sexuelle et affective, mais aussi qu'on puisse évaluer le travail qui a été fait et surtout vérifier, ça c'est la position du CAL dont on ne démord pas, que tous les élèves, dans tous les réseaux, à tout niveau scolaire, soient égales devant l'information à la vie sexuelle et affective. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'obtenir une égalité des chances pour tous les enfants et tous les jeunes en communauté française, qu'ils soient dans un réseau ou dans un autre, et qu'ils aient les mêmes exigences au niveau des animations à la vie sexuelle et affective. Réunir tout le monde autour d'une même proposition n'est pas chose facile. D'autant plus qu'il existe de nombreux freins à l'EVRAS. Au centre de planning familial Rosa Guillemot à Tubize, on le sait bien.
La situation, je trouve, est un peu problématique. Effectivement, ce sont en général les directeurs qui choisissent, qui nomment un éducateur, un prof pour s'occuper de ça, en plus de son travail. Et donc parfois, c'est vrai que c'est un peu relégué au second plan. Et je comprends tout à fait, hein, c'est une surcharge de travail pour les professionnels. Et donc du coup, parfois, c'est un peu compliqué à mettre en place, vraiment. On se rend même parfois compte que certains sujets peuvent aussi poser problème. Par exemple, la pornographie, moi je trouve ça très important d'en parler, de relativiser les choses. Et même simplement, toujours le grand sujet qui fait débat, c'est l'interruption de grossesse. On fait des interruptions de grossesse ici au planning familial et on s'est rendu compte que certaines écoles ne veulent pas faire d'animation avec nous à cause de cela. Et ça, c'est quand même perturbant pour nous et pour les élèves, je pense, parce que ça donne un double message. Et on se rend compte que ce sont des écoles catholiques qui font obstacle, qui font barrage et qui ne veulent pas que leurs élèves aient des animations. Et du coup, c'est comme ça que certaines écoles se retrouvent sans animation du tout. L'animation est spécifique pour les filles et pour les garçons de la classe. Cela permet d'aborder certains sujets propres à leur âge. La fille peut être timide aussi ? Bon, sûrement qu'ils sont tous les deux timides. Ouais. La fille elle est plus timide, elle est inquiète, Elle peut. On part sur le respect, qui est une des valeurs principales que nous défendons ici au niveau de l'Evras. Et ce respect permet effectivement de pouvoir entendre l'avis des autres. L'animateur est là pour laisser une place à cet avis-là, lui donner de l'importance, faire réagir les uns les autres autour de ça. Et je pense qu'à ce niveau-là, si cet objectif-là est déjà atteint, le fait de pouvoir laisser la place à d'autres représentations que la représentation classique, c'est déjà quelque chose qui est acquis, à mon avis. Voilà le préservatif féminin. Donc ça a quand même une forme, c'est assez grand, c'est tout à fait particulier. Et donc ça se met, c'est la personne qui le met, évidemment. Donc on pince entre les doigts et on le met dans le vagin comme un tampon. Donc ceci en fait sort du vagin et le pénis vient se mettre ici. On a besoin aussi des parents dans les animations. Certains parents refusent aussi simplement que leur enfant participe à l'animation. Et ça c'est très problématique. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit de rester dans l'animation et de ne pas participer. Parce que ça, effectivement, dans toutes les animations, on dit aux élèves qu'ils n'ont pas du tout l'obligation de dire quelque chose. Simplement avoir l'information, ça peut être aussi déjà très important pour eux. Déjà, souvent, c'est culturel. De manière culturelle, parler de ces choses-là, c'est pas très évident. Voilà, donc vous entrez ici dans un cabinet médical du centre, un cabinet gynécologique. Voilà, prenez place, hein, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup de jeunes qui, une fois qui sont venus, osent revenir. Et on se rend compte aussi au fur et à mesure des années. C'est vrai qu'on essaie de pouvoir intervenir dans les classes, pas une seule fois. Souvent, on les voit plusieurs fois au fur et à mesure du cursus scolaire. Donc c'est vrai qu'il y a une familiarité qui se met en place. Et donc ils osent revenir plus facilement. Que ce soit pour demander des préservatifs, que ce soit pour un rendez-vous médical. Donc le fait qu'ils sachent qu'il y ait ici des médecins formés à la gynécologie ou des gynécologues qui puissent vraiment répondre à leurs questions. Et donc finalement, on se rend compte que les jeunes, une fois qu'ils ont franchi la porte une fois, peuvent la refranchir d'autres fois par la suite. Ces rencontres, qui sont préparées en collaboration avec le centre PMS de l'école, sont des moments privilégiés nécessaires à une bonne information des jeunes. Je pense qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait une législation obligatoire, mais de manière claire, et qu'on puisse donner les moyens aux écoles de mettre en place cette législation. Parce que faire une loi en disant ça doit être obligatoire, mais ne pas apporter des subsides, du temps et des moyens vraiment à mettre en place aux écoles, ça ne servira à rien. Ce qui est bien aussi, c'est que... En matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, on peut dire qu'on vient de loin. Et donc c'est bien parce que il y a 30 ans, c'est à peine si on osait conseiller aux directions des établissements scolaires d'en parler. Aujourd'hui, l'Evras est clairement devenu une mission de l'école avec le soutien d'intervenants extérieurs. Ces animations sont faites par des services extérieurs. Et quand j'entends services extérieurs, le centre PMS en est un, les centres de planning en est un autre, et je vois très bien des animations collégiales, si vous voulez, où il y aurait un partenariat avec les agents des centres PMS et l'infirmière qu'on appelle dans les centres auxiliaires paramédicales, et justement des personnes du centre de planning, dont l'expertise est reconnue depuis plus de 20 ans maintenant. Pour porter ses fruits, l'Evras devrait se faire tout au long du cursus scolaire de l'élève. Des modalités, des règles doivent encore être établies. Mais c'est aux professionnels du secteur à être attentifs au sens que le monde politique
pourrait porter à ces futurs changements. Pour moi, la première question qui me vient à l'esprit quand j'entends qu'il y a une obligation décrétale scolaire à ce que des temps d'échange autour de la sexualité aient lieu dans les écoles, je dis pourquoi pas, en soi c'est pas mal. Mais alors je demanderais aussi à ce qu'on réponde à la question qui, comment, où et dans quelles conditions. Parce que là, on a quelque chose à dire, je pense, en tant qu'animateur. Non pas pour défendre absolument notre précaré, comme étant les seuls spécialistes de la sexualité pouvant être dites aux jeunes, loin de là, mais pour aussi que ça puisse se faire dans les meilleures conditions possibles, et parce que je pense qu'on a, oui, un regard d'expert. L'école n'est plus simplement un lieu d'apprentissage comme on le concevait avant. Aujourd'hui, c'est aussi devenu un lieu de développement. L'Evras y a plus que jamais sa place, afin de permettre à tous les jeunes de vivre, dans le respect de l'autre, une vie sexuelle épanouie.